C'est bon, peut-être. Faut-il? Alors, est-ce que c'est bon? Qui me donne le top départ? Où est Bénédicte? Bénédicte est là aussi? Je ne la vois pas. Bonjour Daniel. Bonjour. Bon, eh bien, on va démarrer cette dernière ligne droite, hein, cette quatrième session. Et donc, on va essayer de prendre la main sur la douleur avec les bonnes cartes. Eh bien, pour démarrer, j'ai le plaisir de demander à Bénédicte Lombard de venir nous éclairer, en effet, sur les difficultés et les contradictions dans lesquelles nous nageons actuellement face à la situation sanitaire inédite que nous rencontrons. À vous, Madame Bonjour Lombard. à tous. Alors, oui, merci de m'avoir proposé d'évoquer un sujet un peu épineux. Et aujourd'hui, je vous propose d'évoquer une expression qui est malheureusement rentrée totalement dans les mœurs depuis quelques mois. Et je parle de l'expression des gestes barrières. Mais cette fois-ci, puisque nous sommes au congrès Pédiadol, nous allons parler des gestes barrières à la douleur. Alors, si on parle des gestes barrières à la douleur, c'est pour essayer d'aller vers une éthique qui devienne contagieuse, et cette fois-ci une contagion vertueuse. Diapositive suivante. Installez-vous bien confortablement sur votre chaise. Je vous propose maintenant de fermer les yeux. Vous êtes installé dans la grande salle de l'UNESCO, dans cette grande salle de conférence avec auprès de vous des collègues. Vous pouvez entendre des petits bruits de stylos, de papier, le bruit des notes qui s'inscrivent sur les papiers, le son peut-être de la voix de l'orateur qui vous parvient jusqu'aux oreilles. Réinstallez-vous maintenant dans votre chaise. Vous êtes à nouveau maintenant là où vous êtes, chez vous, à la maison ou peut-être au travail, pour ouvrir les yeux et vous êtes devant votre écran. Diapositive suivante. Eh bien, comme vous pouvez le voir, quelque chose a changé. Puisque vous n'êtes pas du tout à l'UNESCO, que vous êtes à la maison ou au travail en train de regarder ce congrès Pédiadol sur un écran d'ordinateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On peut se le demander. Et la diapositive suivante va tout de suite nous révéler ce qu'on sait déjà. Eh bien, la crise du Covid-19 est passée par là. Et cette crise, elle a véritablement, littéralement transformé nos mondes. On va voir pourquoi dans la diapo suivante. Eh bien, en raison de cette épidémie, on a vu apparaître ces fameux gestes barrières qu'on connaît tous. Des gestes barrières, des invitations à des comportements nouveaux pour justement limiter la contamination. Suivant. Suivant. Merci. Donc ces précautions, ces règles, ces consignes, évidemment, on parle de la distance physique. Notons d'ailleurs que tout au début de l'épidémie, on parlait de distanciation sociale et ce terme d'ailleurs a choqué beaucoup de personnes et on a rectifié le tir en parlant de distance physique. On voit bien que justement les mots ont de l'importance. Donc ces distanciations physiques, ces précautions d'hygiène, le port du masque et à l'hôpital, y compris à l'hôpital pédiatrique, la limitation des visites, on voit bien que toutes ces précautions, toutes ces règles, toutes ces consignes, elles ont eu des conséquences. On va le voir tout de suite. Diapo suivante, s'il vous plaît. Eh bien, ça amène une transformation qui est radicale. Ça a complètement transformé eh bien, nos vies sociales, nos organisations sanitaires, notre fonctionnement hospitalier. Dans certains endroits, on a même pu voir littéralement une polarisation autour du Covid. On a les Covid et les non-Covid et ça transforme littéralement
l'atmosphère hospitalière actuellement. Suivante. Alors, quand même, vous êtes en droit de vous poser la question, hein, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parle des gestes barrières à un congrès consacré à la douleur de l'enfant? Suivant. Tout simplement parce qu'on a considéré que la contamination n'était pas le seul risque de la pandémie. On a le sentiment que finalement cette pandémie, tout ce contexte, eh bien, est en train de menacer les bonnes pratiques et en particulier, pour ce qui nous concerne, les bonnes pratiques en matière d'analgésie. Suivant. Parce que ces mesures, eh bien, elles ont des conséquences sur la relation. On a moins de contact direct avec les enfants, on a les visages qui sont maintenant masqués, ça n'est plus seulement dans les secteurs très spécifiques, le bloc opératoire, la réanimation ou d'autres secteurs. Aujourd'hui, tous les personnels, tous les soignants en pédiatrie sont masqués. Eh bien ça va altérer aussi la capacité de l'enfant à lire nos émotions sur notre visage et ça va aussi en fait engendrer une forme de frein à la spontanéité. Suivant. Alors, puisque cette spontanéité, elle est freinée, puisqu'il y a un impact sur la relation, eh bien, on peut dire que il va y avoir également un impact sur la qualité de l'analgésie, parce que la qualité de l'analgésie est influencée par la qualité relationnelle. Je pense que toutes les conférences qu'on a entendues aujourd'hui nous le montrent bien à tous les niveaux, que ce soit évidemment auprès des enfants, auprès des parents, dans notre manière d'interagir, soit dans la distraction ou dans la communication. On voit bien que la qualité relationnelle est vraiment primordiale et effectivement, ce contexte Covid a une influence sur le contexte relationnel, sur notre compétence relationnelle. On peut continuer. Alors un autre point, qui représente peut-être un risque, c'est le risque du recul des bonnes pratiques. Et là vraiment, par exemple, on peut prendre l'exemple de la réalisation des PCR en systématique chez les enfants. Et on peut voir que là, les bonnes habitudes qui étaient le questionnement systématique de l'indication d'un soin iatrogène, eh bien, ce questionnement systématique, il a été un petit peu bouleversé avec cette période où on a testé de façon très très massive les enfants, où on a réalisé les tests PCR. Suivante. Alors tout ce contexte, on comprend que ça a opéré en fait une forme de bascule de paradigme. Qu'est-ce que c'est qu'une bascule de paradigme? Eh bien, on est passé d'un modèle philosophique à un autre. On est passé d'un modèle où on avait une philosophie du soin qui était centrée sur l'individu, on prend en compte sa singularité, vers un modèle qui est plus centré sur le collectif, tout simplement. Alors, cette conception utilitariste, elle prédomine dans un contexte de pandémie. Il faut vraiment redire que c'est tout à fait normal, hein, un contexte d'épidémie tel que nous l'avons connu, eh bien, ça engage des responsabilités collectives majeures et ça explique aussi qu'on soit amené à faire des choix, à choisir en fait nos actions en vue de maximiser le bien pour le plus grand nombre. Juste pour illustrer cette conception utilitariste, eh bien c'est tout simplement le confinement où on va priver l'individu de sa liberté individuelle au profit de la protection du plus grand nombre. Donc on peut avancer sur la diapo suivante. Et donc évidemment tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour les soignants de pédiatrie au quotidien, parce qu'il y a une véritable tension entre le devoir qu'on ressent et notre volonté de prendre en compte la singularité de l'enfant au quotidien, et de l'autre côté notre obligation d'appliquer les mesures en vue de protéger le plus grand nombre. On avance. Alors, si finalement on fait un petit quiz Covid, on se rend compte, on va le voir tout de suite avec la diapositive suivante, merci.
On peut y aller, merci. Donc, eh ben, oui, la crise du Covid, elle modifie les comportements sociaux. Oui, elle influence l'organisation des soins. Oui, elle opère une bascule en faveur des mesures collectives. Oui, elle menace la réflexion systématique centrée sur la situation singulière de la personne qu'on soigne. En tout cas, c'est potentiellement le cas. Et évidemment, cette crise du Covid, eh ben, elle va reléguer les autres sujets au second plan, et notamment la question de la prise en charge de la douleur de l'enfant. Ben, il faut persévérer pour que ce sujet reste en première ligne dans nos pensées. On avance. Alors, pour justement persévérer, parce que c'est vraiment notre mot-clé, comment persévérer dans un contexte qui est quand même hostile à d'autres champs de pensée que celle de la pandémie, hein, eh bien, je vous propose de revenir aux fondamentaux, peut-être en allant s'appuyer sur des principes éthiques et philosophiques. Alors évidemment, je vois, sans voir d'ailleurs, que vous avez déjà des paillettes dans les yeux à l'idée de parler de philosophie. Cette année, on vous aura tout fait dans ce congrès. Voilà, l'anglais, la philosophie, beaucoup de paillettes dans les yeux, mais justement, hein, c'est un congrès dont vous vous souviendrez très longtemps. Ce qui me permet de faire la transition avec une approche déontologique. Alors cette approche, ce premier principe sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour persévérer, c'est peut-être l'idée de prendre en compte la douleur par devoir. On continue. Et cette approche déontologique, eh bien, on la doit à Emmanuel Kant, qui est un philosophe du XVIIIe siècle. Emmanuel Kant, il va opérer une véritable révolution philosophique parce qu'on lui doit le principe, le concept de dignité d'un point de vue philosophique. Alors, comment il s'y prend? Eh bien, il part du principe, il postule sur l'inscription a priori de la raison en chaque être humain. Parce que je suis humain, humaine en l'occurrence, eh bien, je dispose de ma faculté de raison. Et peu importe que je m'en serve ou que je m'en serve pas d'ailleurs, parce que je suis humain, je dispose a priori de la faculté de raison. Et cette faculté, eh bien, elle fonde ma dignité. Et c'est aussi ce qui fonde ma capacité à m'auto-déterminer, a priori toujours. Qu'on ait les capacités ou pas, pour Emmanuel Kant, l'homme est digne parce qu'il est a priori un être de raison. Et comme il est un être de raison, il a sa capacité aussi à obéir à la loi morale. C'est ça la déontologie kantienne. Eh bien, il peut obéir à ce devoir qu'il s'impose à lui-même, et ce devoir, il se décline de différentes manières chez Emmanuel Kant, mais notamment par des impératifs catégoriques. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit Emmanuel Kant? Il nous dit « agis uniquement de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir comme une loi universelle ». On va voir dans la diapositive suivante de quelle manière eh bien, cet impératif catégorique pourrait s'appliquer finalement à ce devoir de prendre en charge la douleur de l'enfant. Eh bien, selon Emmanuel Kant, l'action, c'est-à-dire que dois-je faire, pour être morale, ne peut pas être à géométrie variable. Ce principe d'universalité qu'on a lu dans l'impératif catégorique qu'on vient de voir juste dans la diapositive précédente, eh bien ce principe, il est très intéressant dans notre quotidien, dans les soins avec les enfants, parce qu'on voit bien que tu dois prendre en charge la douleur de l'enfant, eh bien, pour être universelle, elle ne doit pas varier. Il ne doit pas y avoir de variabilité. Elle doit s'appliquer en toutes circonstances, qu'on soit fatigué ou pas, qu'on juge que c'est utile ou pas, que ça vaille la peine ou pas, qu'on en ait envie ou pas. Alors, le prisme du devoir kantien réfute finalement toute forme de fluctuation de la volonté de prévenir et de traiter la douleur. Pourquoi est-ce que ça peut pas bouger? Parce que sinon, s'il y avait des variabilités, si ça fluctuait selon mon envie, selon les circonstances, eh bien en fait ça aurait une incidence sur le principe de respect de la personne. Et donc on avance. Le principe de respect. Puisque la dignité est intrinsèque en chaque être humain, eh bien c'est ça qui fonde le respect pour Emmanuel Kant.
Et ce respect, on sait que dans l'idée, évidemment, ça, on a tous le respect de l'enfant, mais en pratique, c'est pas toujours si simple. La réalisation de procédures médicales invasives, par exemple, eh bien, ça va nous focaliser sur le corps de l'enfant malade. Et quand on pose une voie veineuse, quand on fait une ponction lombaire, quand on pose un cathéter suspubien, eh bien, on peut basculer dans quelque chose, dans le risque que l'enfant devienne un objet de soin. La technicité de nos gestes nous fait alors courir le risque d'oublier que le corps malade n'est pas un moyen au service de l'exercice de la médecine, mais une fin en soi. Et donc, dans le contexte Covid et dans la logique utilitariste dont on a parlé tout à l'heure, la priorité est donnée en fait à maximiser le bien. Eh bien, on va aussi minimiser l'attention qu'on porte à la singularité. Et ça devient du coup plus difficile d'appliquer cette maxime pratique d'Emmanuel Kant autour du respect. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien en toi qu'en autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Voilà également un principe fondateur de la dignité chez Emmanuel Kant, et c'est à lui qu'on doit en fait ces représentations. On avance. Alors, vous me direz, même si je sais sans vous voir que vous avez plein de paillettes dans les yeux avec l'approche déontologique kantienne, eh bien oui, il faut bien le reconnaître. C'est pas si facile que ça d'être tout le temps et totalement kantien. Et c'est Charles Péguy qui nous disait: le kantisme a les mains blanches, mais il n'a pas de main. Et donc, on peut dire que c'est pas toujours simple de tenir le cap, mais c'est pas parce que c'est difficile que ça doit nous faire oublier en fait ce que Emmanuel Kant nous apporte de fondamental, la notion de respect intangible que l'on doit à la personne représente un principe essentiel de l'exercice du soin. Et ça doit toujours guider nos soins. Et ça, il faut garder ce repère kantien en tête quand on travaille au quotidien avec les enfants. La bonne intention à elle seule, par contre, ne suffit pas. Ça, effectivement, pour Emmanuel Kant, la bonne intention seule suffit, mais pour les praticiens que nous sommes, eh bien, elle ne suffit pas. Et ça va nous demander de l'entraînement. Et c'est ce constat qui nous invite à aller voir un petit peu plus loin. Alors étrangement, on va regarder bien en arrière d'un point de vue philosophique, et on va aller chercher chez Aristote, un philosophe antique, justement des points de repère qui sont tout autant indispensables à l'établissement de cette éthique vertueuse de la prise en charge de la douleur. Diapo suivante, merci. Eh bien, c'est l'approche d'Aristote qui va nous inviter à prévenir et à traiter la douleur par habitude. On continue. Alors, pour Aristote, alors tout à l'heure, on a vu que pour Kant, l'essentiel, le but dans la vie, c'était de faire son devoir, d'obéir à sa loi morale. Eh bien, pour Aristote, qui, je vous le rappelle, est un philosophe de la pratique, en fait, c'est un philosophe de terrain en quelque sorte, eh bien, pour Aristote, le but de la philosophie, eh bien, ça n'est rien d'autre que bien faire son métier d'homme. Suivant. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour bien faire son métier d'homme? Eh bien, on essaye, on fait en sorte de devenir vertueux. Suivant. Alors, pour devenir vertueux, eh bien, on est quand même équipé, on dispose en fait du nécessaire, d'éléments nécessaires qui nous permettent d'accéder à la vie bonne. Et puis, ce nécessaire, pour Aristote, cette disposition, c'est la vertu. Merci. Mais donc, dans la vertu, il va distinguer la vertu intellectuelle, dite théorique, de la vertu morale. Et là, on va voir que finalement, c'est exactement ce qu'il nous faut pour la prise en charge de la douleur de l'enfant. C'est incroyable, c'est quand même Aristote qui nous dit ça des siècles en arrière. Pour Aristote, la vertu intellectuelle dépend de l'enseignement reçu, de sa qualité, de sa durée, auquel s'ajoute l'expérience.
Ben ça, c'est tout simplement vous devant vos écrans en train de regarder un congrès Pédiadol. Vous êtes en train voilà, d'augmenter votre enseignement, d'augmenter votre expérience grâce à ce congrès que vous écoutez attentivement. Alors, il y a chez Aristote le deuxième volet qu'on appelle la volée morale, la vertu morale. Et cette vertu morale, comment est-ce qu'on la fait fructifier, amplifier? Eh bien, grâce à l'habitude. Suivant. Parce que pour Aristote, c'est bien simple, c'est en pratiquant des actions vertueuses que l'on devient vertueux. Donc c'est en prenant en charge la douleur que l'on devient un bon praticien, un praticien vertueux au sens de l'analgésie. Alors la question, comment s'y prendre, quels médicaments donner, quelles échelles d'évaluation utiliser, quelles techniques choisir? Eh bien, on va y répondre justement grâce à l'éducation, grâce aux connaissances qu'on va acquérir au fur et à mesure, soit en formation initiale, soit en formation continue. Ensuite, mais ces connaissances, elles ne suffisent pas. Il faut qu'elles s'appliquent, qu'on les mette en acte. Et il faut qu'elles prennent en fait tournure, qu'elles prennent forme et qu'elles soient appliquées. Et ça, on les applique grâce en prenant de bonnes habitudes. Suivante. Puisque le savoir théorique ne suffit pas il doit s'accompagner de la vertu morale, eh bien, on doit s'entraîner et prendre de bonnes habitudes. C'est quoi avoir de bonnes habitudes? C'est aussi piloter son action au quotidien, dans le soin, en visant à la fois la prévention et le soulagement de la douleur. On continue. Pour Aristote, cet équilibre entre la vertu théorique, les connaissances théoriques, et puis la pratique, l'habitude, eh bien en fait ça se traduit par la pondération, par la délibération. On doit avoir les bonnes connaissances et on doit les appliquer au bon moment. Et donc ça c'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est comme un pilote de bateau, comme un navigateur, on doit en fait toujours rechercher une juste mesure, ni trop peu. Et la bonne réponse, c'est toujours celle qui s'ajuste à l'état des connaissances, bien sûr, mais aussi à la situation singulière de l'enfant, à ses réactions, à ses particularités, à ses besoins spécifiques. On a pu le voir toute la journée ensemble. Suivante. Et donc, il s'agit de recentrer notre attention professionnelle sur les fondamentaux du soin et de l'analgésie. Et finalement, pour faire une synthèse de ces besoins, puisqu'on est en plein dans une actualité des gestes barrières, bah, nous aussi à Pédiadol, on a voulu mettre en avant nos gestes barrières. On y va. Eh ben, les gestes barrières à la douleur de l'enfant, eh ben, c'est observer l'enfant, l'évaluer, le rejoindre. Et on a vu à quel point c'est important de ne pas rester cantonné à son univers technique, à son univers médical, et aussi de pouvoir avec le Busy, avec Luminart, avec la relation, avec l'attention aux parents, eh bien rejoindre l'enfant là où il est. Évidemment, accueillir ses émotions, et ça c'est vraiment primordial également, assurer une information qui soit de qualité, et ça pour ça en France on a énormément de chance parce qu'on a Sparadrap qui nous offre des supports vraiment cousu main pour des tonnes de circonstances de soins, donc on a tout ce qu'il faut pour faire les choses bien, pour être vertueux dans une information tout à fait complète. Favoriser évidemment la présence des parents, et ça fait écho avec le contexte où on a limité la visite, et donc on continue, on persévère à favoriser la présence des parents. On va distraire l'enfant, on va prévenir systématiquement la douleur, et évidemment on va systématiquement la traiter de manière adaptée, ajustée aux circonstances, avec une analgésie qui soit suffisante en cas de douleur sévère. On continue. Et donc, quand même un petit mot sur le fait que la lutte contre la douleur, bien sûr que ça nécessite un engagement individuel, mais pas seulement, il y a aussi la nécessité d'un engagement institutionnel. Suivante.
Les institutions, elles doivent s'engager en donnant des dispositifs légaux. Aujourd'hui, il y a des lois qui imposent, qui nous obligent à prendre en compte la douleur. Il faut qu'on ait des moyens humains suffisants pour justement mettre en œuvre cette éthique et cette vertu de la prise en soin de l'enfant, qu'il y ait des conditions d'accueil favorables pour l'enfant et sa famille, qu'il y ait des droits de visite pour les parents, mais aussi les fratries, parce que ça, c'est un point qui est un peu oublié dans le Covid. Le soutien à la parentalité, évidemment, une information adaptée, la formation des professionnels, la diffusion des bonnes pratiques et l'inscription à des congrès tels que le nôtre. Suivante. Alors c'est justement c'est Ricoeur qui nous dit en fait l'éthique il n'en fait pas une définition figée. D'ailleurs il définit l'éthique en parlant d'une visée éthique. Une visée ça veut dire qu'on est dans un mouvement qui tend, qui espère aller vers une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Suivante. Et donc, je vous laisse méditer sur quelques points de repère éthiques. Voilà, à la manière de nos gestes barrières, eh bien, on a transformé ces gestes barrières en points de repère vertueux. S'occuper de la douleur, faire de la douleur une obligation éthique, faire son devoir, tenir compte des spécificités et des réactions singulières de l'enfant, respecter l'enfant, considérer l'enfant toujours comme une fin en soi et jamais comme un moyen, éviter la cécité empathique transitoire, c'est-à-dire le moment où malheureusement le geste technique nous fait mettre entre parenthèses notre empathie et fait disparaître l'enfant au profit du geste technique, avoir les connaissances nécessaires, mettre en acte son savoir théorique et puis prendre tous les jours de bonnes habitudes. Suivante. Un petit logo qui vous rappelle et voilà, dans Pédiadol, on va retrouver tout ce qu'il faut pour persévérer au quotidien. Diapositive suivante. Et on s'accroche, on lâche rien. À l'année prochaine, en présentiel, on croise les doigts pour qu'on soit 800, 900 dans l'amphi de l'UNESCO l'année prochaine. Merci à vous, à très bientôt. Merci Madame Lombard pour ce très beau topo. Alors je crois qu'il y a une question sur la PCR. Elle est où Elisabeth? Moi je vais répondre alors. Donc en effet sur l'histoire, on a fait un communiqué de presse il y a quelques mois. En effet, en disant que on parlait de le prélèvement donc, nasal, nasopharyngien, qui est très invasif hein, chez les enfants, chez les petits notamment, avec de la contention. On en a parlé ce matin. Hein, il y a vraiment euh, de la contention très forte hein, qui peut être utilisée à cette occasion-là. Et donc, en effet, les tests salivaires permettent simplement hein, de prélever la salive avec beaucoup moins de détresse et de douleur. Il y a eu des discussions en France. Dans d'autres pays, semble-t-il, c'est même plus que ça a été adopté. En France, il y a encore en effet toute une discussion sur la fiabilité. Enfin, c'est pas la fiabilité, c'est la spécificité. Voilà. Donc, en tout cas, ça pose des questions. Et en plus, quand on voit certains tests PCR qui sont faits chez les adultes ou chez les enfants, on voit en réalité que les gens vont uniquement dans le nez, ils ne vont pas en nasopharyngien, ils ne vont pas au fond parce que, en effet, ça déclenche la détresse. Et là aussi, on peut voir quelle est la fiabilité de ce type de tests qui sont faits dans ces conditions-là. On va continuer et on va aller chez Sparadrap, justement. On va voir quelles sont leurs nouveautés. Et Caroline Ballet nous a enregistré son intervention et je vous laisse l'écouter. Bonjour à tous, je suis Caroline Ballet, chargée de projet et de la communication à l'association Sparadrap et je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés de l'association pour faciliter le parcours opératoire de l'enfant. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Le développement de la chirurgie ambulatoire est apprécié des parents, mais ils ont plus de responsabilités pour tout ce qui concerne le pré- et le post-opératoire. C'est une charge mentale qu'il ne faut pas négliger. Et il est essentiel qu'ils comprennent plus précisément encore les consignes à respecter pour la sécurité de leur enfant, pour la fluidité de l'activité des services d'hospitalisation et d'anesthésie, et pour éviter qu'ils ne viennent ensuite aux urgences.
Par ailleurs, l'évolution des consignes préopératoires va dans le bon sens, pour le confort de l'enfant et pour simplifier le travail des parents. Mais pour ça, il est important qu'ils aient les bonnes informations. Pour commencer, je vous propose un rapide quiz, quelques questions sur les consignes préopératoires. Saurez-vous répondre juste? Question 1. Jusqu'à combien de temps avant une opération peut-on boire un liquide translucide? Une demi-heure avant l'intervention? 2 heures avant l'intervention? Ou 1 heure avant l'intervention? Je vous laisse choisir. Et la bonne réponse est jusqu'à 1 heure avant l'opération, et non plus 2 heures. Pour rappel, le dernier repas solide ou le lait deuxième âge, c'est 6 heures avant l'intervention, et le lait maternel ou premier âge, 4 heures avant. Il n'est donc plus besoin de dire aux parents que leur enfant doit rester à jeun depuis la veille au soir. On peut leur donner des informations qui vont faire en sorte que leur enfant sera plus confortable avant de se faire opérer. Question numéro 2. Laquelle de ces boissons peut-on boire jusqu'à 1 heure avant l'opération? Un jus d'orange, une menthe à l'eau ou une eau pétillante? Je vous laisse choisir. Et la bonne réponse est une menthe à l'eau. Il est précisé que le liquide doit être translucide. Maintenant, c'est un terme qu'on préfère à liquide clair. On peut boire du jus de fruits, oui, mais sans pulpe. Donc, on précise aussi jus de pomme ou de raisin, car le jus d'orange peut avoir de la pulpe. Et l'eau, on peut en boire, oui, mais elle ne doit pas être pétillante. Question numéro 3. La douche ou le bain au préopératoire peut se faire avec un antiseptique cutané, un savon classique ou un gant de toilette humide. Je vous laisse choisir. Et les bonnes réponses sont un antiseptique cutané ou un savon classique. En effet, une étude de 2015 a identifié 7 essais totalisant plus de 10 000 patients et ayant comparé les antiseptiques cutanés au savon normal ou à l'absence de lavage préopératoire. La revue de ces essais n'a pas fourni de preuves claires que l'utilisation préopératoire d'une solution antiseptique cutanée soit préférable au savon simple pour prévenir le développement d'infections du site opératoire après l'opération. Par ailleurs, la Société française d'hygiène hospitalière a émis des recommandations en 2016 qui montrent que pour la préparation cutanée, il n'est pas toujours nécessaire de prendre 2 douches. Il n'a pas été démontré, en tout cas chez l'adulte, que cela fasse une différence. Et maintenant, beaucoup de services proposent une seule douche préopératoire, qui est plus simple pour les parents. Pour aider les familles à s'y retrouver, Sparadrap a actualisé ses différents supports. Le guide « Je vais me faire opérer, alors on va t'endormir », les fiches sur les consignes préopératoires et ce qu'il faut emporter à l'hôpital, le questionnaire préopératoire, le poster sur l'anesthésie et les rubriques de son site internet pour les enfants, les parents et les professionnels. Ces différents supports permettent aux familles de bien savoir ce qui va se passer, d'anticiper et de comprendre les règles à respecter, de favoriser une relation de confiance avec les équipes soignantes, et puis d'anticiper aussi ce qui va se passer après l'opération et le retour à la maison. Globalement, il valorise auprès des professionnels certaines pratiques respectueuses des besoins de l'enfant. Par exemple, prendre le temps de rassurer l'enfant et ses parents, les encourager à poser des questions afin d'individualiser leurs besoins et garantir un contexte chaleureux pour l'enfant quand ses parents ne sont plus là, notamment à l'endormissement. Enfin, cela permet d'encourager la présence des parents en salle de réveil, car on sait que ça apporte un réconfort psychologique à l'enfant, permet de diminuer son anxiété, mais aussi les dosages d'antalgiques, et cela réduit les éventuels traumatismes post-opératoires. Actuellement, a priori, 1 parent sur 4 a cette chance de pouvoir être auprès de son enfant en SSPI. Le guide « Je vais me faire opérer, alors on va t'endormir » a été créé en 1996 pour expliquer aux enfants ce qui va se passer pendant l'anesthésie avant et après. Il existe en version papier et en version feuilletable sur le site de notre association. C'est le best-seller car depuis sa création, plus de 2 millions d'exemplaires ont été diffusés par l'association. Une étude parue en 2016 dans le British Journal of Anesthesia a démontré les effets positifs de ce guide sur la diminution de l'anxiété préopératoire des enfants entre 6 et 17 ans
et ce, jusqu'au jour de l'hospitalisation. Quelles sont les mises à jour sur ce document? Il y a notamment un coup de jeune au niveau des illustrations, modernisation du matériel, des jouets pour les enfants qui sont devenus beaucoup plus numériques, et puis des vêtements aussi pour paraître plus actuels. Sinon, nous avons fait en sorte de mieux visualiser la différence entre le parcours ambulatoire et le parcours conventionnel, en particulier pour l'arrivée, la sortie et les différents moments importants pour l'enfant, prémédication, anesthésie, réveil, douleur, prise en charge. Concernant l'induction de l'enfant, dorénavant, il y a toujours une pause de perfusion et l'application du masque pour anesthésier l'enfant ou pour lui donner de l'oxygène. Donc il est important de dire à l'enfant que quelle que soit la technique qu'il va choisir pendant la consultation d'anesthésie, qu'il y aura toujours une perfusion et qu'il va toujours respirer dans un masque. C'est juste l'ordre qui va changer. Nous avons simplifié les messages concernant la prise en charge de la douleur post-opératoire, notamment en SSPI. Et puis, nous avons présenté les différents moyens d'évaluer la douleur, les réglettes et la grille d'auto-évaluation pour les plus petits. Concernant la page d'information pour les parents, elle a été complètement revue pour aborder les spécificités de l'ambulatoire, expliquer les responsabilités des parents et donner quelques conseils, notamment le fait d'anticiper et d'acheter les antalgiques avant le jour de l'hospitalisation pour être sûr de pouvoir soulager leur enfant dès son retour à la maison. Les 2 fiches sur les consignes préopératoires sont disponibles en français et en 7 langues étrangères, en version numérique téléchargeable et imprimable gratuitement sur le site de l'association. Concernant la fiche « Les consignes à respecter », elle fait 4 pages et les principales modifications concernent les consignes de jeûne. Donc, on voit bien sur l'écran qu'on peut boire un liquide translucide jusqu'à 1 heure avant et on précise également eau sans gaz, sirop à l'eau, jus de pomme ou jus de raisin pour simplifier le choix des parents. Par ailleurs, nous précisons également pour les consignes de sortie, en cas de sortie le jour même de l'opération, donc en ambulatoire, que 2 parents doivent être présents pour un retour en voiture et qu'il vaut mieux éviter de prendre les transports en commun. L'affiche « Ce qu'il faut apporter » a principalement comme mise à jour la clarification de ce qu'il faut apporter pour une hospitalisation en ambulatoire versus une hospitalisation classique. Nous avons mis les vêtements tout en bas, séparément, en disant si votre enfant doit rester dormir à l'hôpital. Nous avons également clarifié une mention concernant l'autorité parentale, donc le fait qu'il est obligatoire d'emporter un justificatif officiel si l'autorité parentale n'est exercée que par un seul parent. La traduction en 7 langues, anglais, arabe, chinois, espagnol, roumain, russe et turc, est très importante pour les professionnels, notamment pour cette partie administrative, car il peut être difficile d'expliquer à des parents non francophones quels sont les papiers à emporter. Les 2 fiches sont disponibles en version animée sur la chaîne YouTube de l'association. Cela peut être utile pour être diffusé sur des écrans dans des salles d'attente. Le questionnaire Bien te connaître pour bien t'endormir est un questionnaire qu'il est idéal de remettre à la consultation de chirurgie ou d'anesthésie. Il permet de repérer les centres d'intérêt de l'enfant pour faciliter le contact quand il arrive au bloc opératoire et ça permet un accueil chaleureux et personnalisé car les professionnels savent de quoi lui parler. Il peut être aussi utilisé par les équipes qui pratiquent la distraction ou l'hypnose, notamment au moment de l'endormissement, en permettant à l'enfant de retrouver son lieu de sécurité. Il est très apprécié des familles car il fait le lien entre l'hôpital et la maison. Les parents sont souvent contents qu'on s'intéresse à leur enfant et à ses centres d'intérêt. Le poster L'anesthésie générale reprend l'essentiel du guide « Je vais me faire opérer, alors on va t'endormir ». Il a été également actualisé et sera disponible en version papier au premier trimestre 2021. La nouveauté principale, c'est le QR code qui va permettre aux familles d'aller directement soit sur le dossier parent, soit pour consulter le guide « Je vais me faire opérer, alors on va t'endormir » en version feuilletable. Sur le site internet de l'association, vous pouvez retrouver des rubriques pour les enfants, notamment le Dico de la santé qui contient 200 termes définis et largement illustrés, dont une vingtaine de mots concernant le parcours opératoire. Il y a également la rubrique l'hôpital qui décrit tout le parcours de l'enfant quand il doit aller à l'hôpital. Dans l'espace pour les parents,
deux dossiers. Mon enfant va être opéré sous anesthésie générale et mon enfant va être hospitalisé, qui proposent aux parents des conseils pratiques pour bien se préparer et différentes ressources disponibles sur le sujet, des liens, des vidéos, des témoignages. Toutes ces rubriques vont être actualisées et enrichies en fonction des modifications apportées au support précédent. Et dans l'espace pour les professionnels, vous trouverez bientôt un nouveau dossier de conseil pour préparer les familles au parcours opératoire. Ce nouveau dossier va valoriser le rôle infirmier, notamment dans la mise en place de temps d'information complémentaires à la consultation d'anesthésie pour permettre de transmettre à l'enfant et à ses parents toutes les informations qui n'auront pas forcément été transmises, notamment lors de la consultation. L'infirmière pourra prendre le temps de préparer l'enfant et sa famille en utilisant des moyens adaptés, information par le jeu, utilisation de matériel pour montrer à l'enfant, etc. Et elle pourra répondre aux questions que se posent les enfants et leurs parents. D'autres dossiers vont suivre en 2021, notamment accompagner l'enfant lors de l'induction anesthésique et favoriser l'accueil des parents en SSPI. Tout ce travail n'aurait pas pu voir le jour sans la participation de nombreuses personnes, donc un groupe de travail composé de professionnels du public et du privé, et puis de nombreux relecteurs qui ont relu et corrigé tous les supports. Il y a également la DARPEF et la SFAR pour la relecture du guide et les fiches sur les consignes préopératoires. Et puis, il y a eu le soutien de la fondation d'entreprise Bibrone. 1 million d'enfants sont opérés par an environ, et des ressources existent pour faciliter leur parcours. Alors, aidez les familles à bien se préparer, faites passer l'info, donnez-leur nos supports et renvoyez-les vers notre site internet. Et puis, aidez-vous aussi à travailler dans de meilleures conditions, car un enfant qui est bien préparé et qui s'endort bien est un enfant qui va bien se réveiller et pour qui tout va bien se passer derrière. Alors, rendez-vous sur sparadrap.org. En ces temps de Covid, les enfants commencent à s'habituer au port du masque, mais enfin, si besoin, il est toujours disponible sur notre site un poster à télécharger et une vidéo qui peut être diffusée pour expliquer aux enfants le port du masque par les personnes qui vont prendre soin d'eux. Enfin, pour terminer, pendant ces journées, vous pouvez visiter le stand de Sparadrap si vous ne l'avez pas déjà fait. L'association vous offre un kit de documents sur le parcours opératoire si vous venez sur le stand et que vous nous laissez vos coordonnées. Vous pourrez aussi retrouver toutes nos nouveautés, les documents, les formations, et vous trouverez nos bénévoles à votre écoute. Merci de votre attention et bonne fin de congrès. Merci beaucoup, Caroline Ballet. Merci à l'association Sparadra. Et on voit une fois de plus que ces documents sont à la pointe de l'actualité, hein, parce que beaucoup d'entre nous, de soignants, ignoraient très probablement ces dernières consignes préopératoires concernant le jeune. Hein. Et encore beaucoup trop d'enfants restent à jeun trop longtemps, notamment et les petits. Et là, en effet, c'est vraiment pas un service à leur rendre. On voit aussi que grâce à ces documents sparadrap qui sont actualisés, tout le monde est gagnant, car beaucoup de soignants se forment grâce, il n'y a pas que les enfants et les familles, mais les soignants aussi. Et donc, en effet, je vous engage à aller sur leur site. Et comme je le disais en début de congrès, il faut les soutenir actuellement parce qu'en effet, ils sont dans de grandes difficultés budgétaires. Et donc maintenant, nous allons passer à l'actualité. Que s'est-il passé dans les 12 derniers mois? Qu'est-ce qui est dans la littérature? Comment peut-on améliorer nos pratiques sur le traitement de la douleur de l'enfant? Eh bien, Elisabeth Fournier-Charrière va tout nous raconter. Bonjour, je vous retrouve donc pour essayer de jeter la lumière, si vous pouvez cliquer, sur les études qui sont parues chaque année. Alors, sont parues cette année, nous essayons de garder donc un radar ou un œil pour éclairer les petites paillettes qui pourraient sortir des flots de cette tempête. La suivante. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé cette année, c'est que la définition de la douleur a évolué. Vous connaissiez sans doute cette définition qui avait été fixée dans le marbre en 1979 par le IASP,
l'association d'études de la douleur, eh bien, une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable associée à une lésion tissulaire actuelle ou potentielle, ou décrite en ces termes. Voilà, cette définition a satisfait le plus grand monde pendant de longues années, mais les néonatologistes en particulier disaient que une expérience, ça voulait dire qu'il fallait la raconter, et que comme on n'avait pas accès à la perception intime, vraiment du bébé, eh bien cette expérience, cette définition semblait exclure le bébé, et puis que les facteurs sociaux, affectifs, culturels n'apparaissaient pas non plus dans cette définition. Alors, finalement, une deuxième définition est apparue cette année, donc qui reprend la majorité des termes mais les complète. Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc ce terme de ressemblance peut vous paraître un peu alambiqué ou en disant c'est vraiment une affaire d'experts, ils exagèrent de pondre la montagne à couche d'une souris, mais en fait ça peut satisfaire quand même toutes les personnes qui s'occupent des enfants, justement, qui ne peuvent pas raconter encore ce qu'ils vivent, et puis bien sûr, les personnes avec handicap ou les personnes sédatées ou en réanimation. Et puis, quelque part, cette notion de ressembler, ça évoque aussi que finalement, la douleur éprouvée par nos jeunes qui ont des douleurs chroniques inexpliquées, eh bien, peuvent nous sembler assez mystérieuses, mais elles sont là. Les facteurs psychosociaux sont là un peu évoqués en filigrane. La suivante. Voilà. La suivante. Alors, je vais évoquer brièvement 3 situations où sont parues de nouvelles études cette année. La suivante. La drépanocytose a fait l'objet, comme l'année dernière, comme l'année précédente, de nombreuses publications. La suivante. Certaines principalement sur la gestion des crises. La suivante. Voilà. Alors l'accent est mis beaucoup sur l'importance du délai, de réduire le délai d'administration des antalgiques, n'est-ce pas? Déjà, il y a eu des publications là-dessus. C'est une question d'éthique certainement, mais c'est encore plus une question aussi d'impact du traitement sur l'évolution de la crise. Parce que ce qu'ont démontré ou montré plusieurs études maintenant, comme celle-ci, c'est que plus vite on traite, plus on raccourcit, semble-t-il, la durée de la crise et donc le besoin d'hospitalisation. Alors c'est vrai qu'en France on hospitalise facilement, mais aux États-Unis par exemple ils ont tellement de malades qu'ils essayent vraiment de faire le maximum pour que les enfants rentrent à domicile. Donc ils font comme une espèce d'hôpital de jour ou enfin de lit-porte, une injection de morphinique et hop la deuxième si ça suffit pas. Il y a déjà eu des publications là-dessus. Et là, dans cette étude, il montre que si la deuxième injection est nécessaire, c'est-à-dire c'est quand même 2/3 des 902 crises étudiées, eh bien, le taux d'hospitalisation baisse, vous voyez. Donc, surtout quand la deuxième administration a été faite très rapidement. C'est-à-dire dans les 30 minutes, c'est quand même impressionnant. Voilà. Donc, c'est à retenir d'avoir des protocoles d'administration rapides, une titration vraiment rapide en morphine de ces enfants qui ont des douleurs sévères qui arrivent aux urgences. La suivante. Pour l'évolution de la douleur au cours de la crise, j'attire votre attention aussi sur une publication française. Donc l'équipe de Créteil a étudié l'impact de la musicothérapie, Music Care, au cours de la crise vaso-occlusive. Alors certainement beaucoup d'entre vous l'utilisent ces musiques qui ont été bien travaillées pour diminuer la douleur, produire finalement une séance de relaxation par la musique. Et là, c'est une petite étude où il y a un groupe de 10 patients, où il y a un groupe contrôle de 10 patients qui avaient simplement une séance de respiration. Il montre que le chiffre de douleur diminue franchement après la séance de musicothérapie, alors qu'après la séance simplement de respiration, ça n'a pas changé pratiquement. Donc, à suivre, c'est un début dans les publications à ce sujet. La suivante. Et puis, pour la drépanocytose, on connaît de plus en plus ces enfants, ces adolescents qui reviennent tout le temps
qui ont des crises sévères, et puis finalement, à force, on dit ah mais non, mais il a pas si mal, ah mais non, en fait, il est anxieux, c'est pas une vraie crise, et puis en fait, le jeune est vraiment devenu un enfant qui a une douleur chronique. Alors, plusieurs études ont vraiment pointé le fait que plus le handicap fonctionnel lié aux crises est important, plus il y a des symptômes dépressifs, plus il y a une vision négative de la douleur, de la maladie, de l'avenir, à ce qu'on appelle le catastrophisme, et finalement une qualité de vie plus faible avec voilà, une réduction des loisirs et de la fréquentation de l'école, eh bien, plus ces facteurs-là vont finalement entraîner un cercle vicieux où il y aura une chronicisation de la douleur. Et donc, la suivante, il y a des nouvelles recommandations américaines. Non, revenez en arrière. Il y a des nouvelles recommandations américaines qui montrent qui mettent l'accent sur le traitement précoce et puis sur la prévention des crises de plus en plus tôt avec les traitements préventifs des crises de la drépanocytose, de manière à éviter finalement que ces enfants, ces adolescents deviennent des malades chroniques. La suivante. Alors pour ce qui est en général de la douleur chronique post-opératoire, là aussi c'est un continent qui continue d'être exploré. Vous avez vu les études de Mélanie Noël, ça fait plusieurs années qu'on suit cette problématique, quand on sait de plus en plus, de mieux en mieux, que lors des chirurgies importantes, comme celle de la scoliose, ou ça a été publié aussi pour d'autres chirurgies comme la chirurgie cardiaque, eh bien, il y a un certain nombre d'enfants qui vont devenir douloureux chroniques, c'est-à-dire ils vont garder une douleur post-opératoire avec une douleur moyenne à intense quand même. Et donc les enquêtes sont faites à 3 mois, à 6 mois pour détecter ces patients. Et là, vous avez une nouvelle étude, deux nouvelles études qui montrent, l'une ayant inclus 260 adolescents, l'autre 100, l'importance des facteurs préopératoires, essentiellement qu'il existe une douleur, qu'il existe une consommation d'antalgiques préopératoire authentique et régulière, et puis des facteurs qu'on appelle encore le catastrophisme, c'est-à-dire une dramatisation de la situation. Tous ces deux facteurs-là vont entraîner que la douleur post-opératoire immédiate sera plus sévère qu'attendue, et on sait que ce facteur-là, douleur post-opératoire sévère et prolongée, dans la première semaine, va ensuite favoriser la pérennisation de cette douleur sur des mois. Donc il est important lorsqu'on repère ces douleurs d'agir pour les réduire, donc l'importance des consultations préopératoires pour détecter ces facteurs de risque. La suivante. Comme l'année dernière, nous avons aussi retrouvé plusieurs études sur l'épidémiologie, la prévalence de la douleur chez les enfants atteints de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, donc on appelait aussi autrefois IMC ou IMOC. Ces enfants, plusieurs études l'ont maintenant montré, 2 nouvelles études cette année. Dans ces 2 pays, la suivante, le Danemark et la Suède, il y a des cohortes qui sont suivies et un enregistrement de ce qui est noté en consultation. Et ça permet de voir que dans un cas, on trouve 36% de douleur lors du suivi systématique. Dans l'autre cas, on trouve 32% à 4 ans, 58% à 18 ans, 44% en moyenne. Alors, ce qui frappe maintenant, puisque les données se sont accumulées les 5 à 10 dernières années à ce sujet, c'est qu'il faut passer, la suivante, à finalement le niveau d'action. C'est-à-dire, maintenant, on sait que c'est une problématique, mais c'est compliqué de prévenir et de traiter ces douleurs. Donc, il y a besoin vraiment d'agir. On sait les repérer, on sait les évaluer. Maintenant, il faut apprendre à agir pour tous ces jeunes avec un handicap d'origine neurologique. La suivante. Dans le domaine des soins, on va parler de l'impact de nos paroles. On va parler des écrans, des vaccinations et de la prise de sucre. La suivante. Alors, nos paroles, comment peuvent-elles diminuer le stress des enfants? Eh bien, beaucoup d'études depuis longtemps se sont centrées sur la communication positive, la communication bienveillante, la communication hypnotique. Et ce qui ressort de tout ça,
c'est distraire l'enfant. Alors c'est lui parler d'autre chose, quoi, lui parler de ce que vous avez vu, de ce que vous avez fait. Donc ça, c'est le parent qui est en première ligne pour parler à l'enfant de ce qui s'est passé de positif dans sa vie les jours derniers, attirer son attention sur autre chose. Plaisanter et rire, être facétieux, ça peut être plus difficile pour les parents stressés, mais peut-être à ce moment-là, les soignants peuvent aussi agir. Avec l'homéopathe, en plus, c'est plus facile de les faire rire. Alors, pour le parent, ça va être aussi jouer ou lire ou regarder quelque chose ensemble, vraiment, donc le détournement de l'attention, mais en collaboration. Et puis, une espèce d'injonction à l'enfant sur un certain comportement qui pourrait l'aider à surmonter la douleur. Voilà. Alors, de l'autre côté, ça va être évidemment ce qui est déconseillé, suivant. Ce qui est tout à fait déconseillé, c'est de s'excuser. Ah, je suis désolée de te faire ça, voilà, ou, voilà, je suis désolée que tu sois malade. Voilà. Donc, ou le critiquer, oh, franchement, ça va pas, là, tu pourrais, arrête de pleurer, tais-toi, voilà. Euh, ou même attirer son attention sur ce qui est difficile en ce moment, oui, franchement, voilà. Encore une prise de sang, non. Et essayer de le rassurer à bon compte avec ces phrases malheureuses qu'on dit toujours, vous savez, n'aie pas peur, ça, voilà, qui vont finalement avoir un effet, ça ne fera pas mal, c'est un effet, on le sait, tout à fait contre-productif en général. L'enfant redouble de pleurs. Alors, il y a eu une étude en post-opératoire, la suivante, qui montre que la douleur à ce moment-là, si les parents et les infirmiers de salle de réveil sont formés à cette technique de communication, eh bien on voit les chiffres de douleur, il y avait un groupe contrôle, diminuer. Et puis, il y a une synthèse de toutes ces études qui est parue avec une méta-analyse qui montre qu'effectivement, au cours des soins douloureux, c'est vraiment ce qu'il faut conseiller. Une autre synthèse est parue sur les écrans. Alors, on parle beaucoup évidemment de la réalité virtuelle maintenant, et puis très généralement des écrans. Pour distraire les enfants, on a l'impression que c'est ça, ça va être vraiment le top. Alors là, ils ont fait une méta-analyse, c'est-à-dire ils ont pris toutes les études sur les écrans. Il pouvait s'agir de lunettes audiovisuelles, de simplement regarder un film, un dessin animé ou vraiment de réalité virtuelle, d'immersion. Et ils ont retrouvé 106 études avec 7800 participants quand même. Les 2 tiers, il s'agissait d'essais randomisés. Donc ils ont fait la somme des variations de douleur par rapport au groupe contrôle. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien là, je trouve qu'on a une petite déception, la suivante. Il y a une réduction de la douleur qui se confirme, oui, mais vous voyez qu'elle est de moins 0,5. Voilà. Et c'est significatif dans quasiment toutes les études. Et il y a une réduction de la douleur évaluée par l'enfant, évaluée par le soignant, par le parent, et diminution aussi du comportement de stress. Donc c'est quand même très homogène, tout s'améliore. Et dans l'ensemble, quand il y a la distraction par écran est comparée avec la distraction habituelle sans écran, eh bien, il y a un très léger avantage par rapport à la distraction sans écran. Donc, histoire à suivre, mais donc ne vous découragez pas. Si vous n'avez pas de lunettes de réalité virtuelle, et vous pouvez très bien distraire les enfants autrement et sans interrompre la relation avec eux, puisque c'est un petit peu l'inconvénient de ces méthodes. La suivante. Pour la vaccination, on a 3 études cette année intéressantes, donc ça va intéresser évidemment tous les vaccinateurs, les messages, et puis les PMI, et puis ça peut s'appliquer finalement à tout geste d'effraction cutanée programmé. La prise de solutions hyper sucrées, eh bien, il y a une étude qui a été réalisée en Jordanie, donc voilà, on voit apparaître maintenant beaucoup d'études dans des pays un peu émergents. Donc voilà, on sait que dans certains pays, eh bien, ils n'ont pas le privilège d'avoir des hexavalents. C'est-à-dire qu'au lieu de piquer une seule fois pour 6 vaccins, ils vont piquer 3 fois ou 4. Voilà. Donc c'est une séance de piqûre un peu tortueuse. D'ailleurs, beaucoup de pays développés ont ça aussi, comme le cas en Amérique du Nord. Nous, on est très privilégiés avec les hexavalents. Donc, ils ont étudié la durée des pleurs et puis fait un score de douleur qui est très connu pour ça, le score NBPS. Et ils ont vu que pendant le geste, c'est pas très différent, parce que je rappelle qu'il y avait plusieurs injections, mais que donc l'enfant prenait 2 millilitres de sucre à 50%, donc vous voyez, c'est presque du sirop à peine dilué, mais il y a une récupération nettement plus rapide dès le retrait de l'aiguille de la dernière injection. Voilà, donc il y avait déjà eu une étude ou 2 seulement en faveur effectivement des solutions hyper sucrées chez l'enfant de plus de 6 mois.
La suivante. Une autre équipe a testé l'allaitement ou simplement un biberon de lait pendant qu'on vaccinait. Et là, ils faisaient aussi 2 vaccins, l'Exa et le pneumo. C'est une étude ouverte, ils faisaient des scores FLAC et puis un autre score pour les petits, et puis mesuraient la durée des pleurs. Et le troisième groupe, c'était simplement l'enfant dans les bras. Eh bien, ils ont vu une différence significative. Et une autre étude faite au Pakistan montre, avec le BCG intradermique, donc c'est quand même une intradermique, on sait que ça fait très mal. Donc, ils ont bien fait cette étude, une étude randomisée, et ils trouvent que la durée du premier cri est de 16 secondes au lieu de 35. Donc, c'est efficace. Voilà. Alors, continuons à promouvoir l'allaitement pendant les vaccinations, ou même la prise de biberon. Alors, quelque chose d'intéressant pour tous les services de néonatologie, souvent, on répète la prise de sucre, parce qu'on se dit, oh, allez, ça lui fera du bien. Est-ce que c'est vraiment utile? Alors, une première étude à ce sujet-là vient d'être faite en Italie aussi, dans un service de réanimation néonatale, 72 nouveau-nés prématurés qui avaient une ponction au talon. Eh bien, ils avaient bien sûr leur prise de sucre 2 minutes avant, mais dans un des groupes, il y avait une nouvelle prise, 30 secondes, juste après la piqûre. D'accord? Ils faisaient des scores avec le score PIP, qui est un score validé pour la douleur procédurale néonatale, la suivante. Eh bien, ils ont vu que ça n'apportait rien de plus de répéter la prise de sucre. Donc là, c'était après la ponction, voilà, au moment où sans doute on était encore en train de triturer le talon. Voilà, donc les scores ne baissaient pas mieux. Donc ça ne nous incite pas, en tout cas, la suivante, à donner une deuxième prise de sucre. La suivante. Voilà, la suivante. Enfin, je terminerai sur l'évaluation, puisque cette année est parue une revue de synthèse de l'ensemble des échelles d'évaluation disponibles, les échelles comportementales de douleur. Vous savez, tous ces scores où il y a une liste de symptômes qu'on coche et on obtient à la fin un chiffre. Et pour la première fois, je dirais, des scores français sont apparus dans cette synthèse, la suivante. Et il est souligné dans cette synthèse que la FLAC, bien sûr, elle a des critères de validation, mais qu'elle est trop employée en dehors de son domaine de validation, qui, je le rappelle, est uniquement la salle de réveil, et pas du tout dans d'autres services. Et que par contre, les scores de validité d'Evandoll, du score DAN pour mesurer la douleur nouveau-né, et du score EDIN pour mesurer la douleur de base du nouveau-né, sont tout à fait soulignés dans cette étude. Donc la suivante, on peut vraiment applaudir les Français. Voilà, donc c'est avec les paillettes plein les yeux que nous pourrons boire du champagne, la suivante, et nous mettre en route pour appliquer bien sûr les résultats de toutes ces études dans notre pratique quotidienne. Merci. Les réponses à vos questions. Entrée de jeu veut nous envoyer un message. Entrée de jeu, es-tu là? Tant et tant de cas à traiter, et tant de retard, et des reports, et tant d'angoisse. Mais la Covid, d'abord il faut traiter la Covid. La Covid, oui, mais il faut pas oublier la douleur. C'est la Covid qu'il faut freiner. Attendez, les parents sont inquiets. Il faut accueillir cette émotion. Il faut nous protéger pour pouvoir les protéger. Protéger tout le monde. Barrière. Il faut faire barrière.
La douleur. Bien sûr, la douleur. Il faut mettre un parapluie au-dessus. Voilà, un bouclier. Comme ça, plus rien pourra nous atteindre désormais. Oui, oui, mais d'accord. Mais où est la place de l'enfant? C'est la Covid qui nous le dira. Mais la douleur! La douleur attendra son heure. Ça suffit. La douleur, c'est pas drôle. Et Pédiadol, ça n'est pas rock'n'roll. Pédiadol, c'est notre rôle. Donnez-moi le P. P. Persévérer dans les bonnes pratiques. E. Évaluer. D. Distraire. Oh. Ouais. I. Informer. A. Analgésier systématiquement. D. Donner la bonne place aux parents. O. Organiser l'analgésie. L. Lutter contre les préjugés. Pédiadol. C'est notre rôle. Et pas ça alors. Eh bien, alors les questions, j'ai pas eu accès à toutes les questions. Bénédicte, as-tu eu accès aux questions? J'ai vu passer une question sur le Synagis, hein, qu'on fait chez les anciens prématurés. Et en effet, ben, c'est pas, c'est le sucre, dans les bras de maman, c'est parfois du méopa, voilà. Mais c'est assez aléatoire, me semble-t-il. Et alors, néanmoins, il faut le faire. Madame Lombard. Du coup, effectivement, j'ai vu des questions passer au sujet de. Pour résumer la question que j'ai lue, eh ben c'est bien beau d'avoir des principes éthiques. C'est vrai qu'il faut qu'on garde ça en tête, mais en pratique au quotidien, comment on s'y prend pour persévérer quand on est débordé d'enfants, débordé de soins, comment on peut s'y prendre. Moi, j'aurais envie de répondre à ça par un premier mot qui est l'équipe. Je pense qu'on est plus fort ensemble et on est plus fort quand on se soutient les uns les autres. Ça fait un peu référence aussi à la présentation de Rebecca ce matin. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, à dire ce dont on a besoin. Y compris aux parents, leur demander leur aide pour rassurer ou pour distraire un enfant quand on doit faire le soin tout seul. C'est aussi une solution. Parce que quand on garde en tête toujours l'idée de persévérer dans la prévention, persévérer dans la distraction, il faut être inventif, il faut être créatif et c'est d'autant moins facile quand les circonstances ne nous aident pas. Mais en allant chercher de l'aide autour de nous, auprès des parents, auprès de ses collègues, et en signalant aussi à l'institution quand les choses deviennent trop compliquées, on peut faire avancer les pratiques. Très bien. Il y avait d'autres questions peut-être, Bénédicte? Bon, écoutez, on va peut-être avancer. Et donc là, maintenant, arrive Barbara avec ses paillettes. Et donc, Barbara va faire son fameux quiz et ses cadeaux.